La fameuse critique de la religion de Marx, tout le monde connaît la formule, n'est-ce pas, l'opium du peuple, etc., etc. Régis Debray dira, non, la religion, ce n'est pas l'opium du peuple, c'est la vitamine du pauvre. Moi, j'irai plus loin encore. C'est la cocaïne de ceux qui se sentent humiliés. Bonjour Philippe Gaudin. Bonjour David. Merci de mettre au service de cette série de portraits de philosophes votre expertise philosophique personnelle et votre flair sur l'actualité. Aujourd'hui c'est Marx. Marx attaque, si j'ose dire. On attaque Marx. Oui, oui. C'est vrai que c'était un philosophe sans doute assez agressif. Alors évidemment, il y a une sorte de action entraîne réaction, n'est-ce pas? Et donc une pensée agressive est généralement une pensée agressée. Alors nous ne dérogerons pas à la règle. Je ne ménagerai pas une critique radicale de Marx. Bon, mais en même temps, j'ai presque envie de dire qu'il la mérite. Moi, je ne pense pas qu'il y a d'un côté des gens qui trouvent que Marx, finalement, c'est très bien, quoique, néanmoins, alors, je ne sais pas quoi, la baisse tendancielle du taux de profit, c'est discutable, il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Au contraire, des gens qui disent Marx, quelle horreur, le communisme a été un échec abominable, donc il faut fermer les livres de Marx, il ne faut pas le lire, ça n'a aucun intérêt. Donc moi, ce n'est pas du tout ma posture. Je pense que Marx et le marxisme ont été une véritable catastrophe. Une catastrophe telle qu'on n'en a jamais vue dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de l'humanité philosophique tout particulièrement. Mais la pensée de Marx est une pensée extraordinairement puissante et qui de toute manière nous permet de comprendre le XXe siècle, une partie du XIXe et tout le XXe siècle, et même sans doute encore en partie le XXIe siècle. Et donc la pensée de Marx a quand même une puissance de révélation de ce qu'était devenu notre société en Europe, ou ce qu'on a appelé le capitalisme. Et ça, on va peut-être le voir dans l'exposé, mais au fond, je pense que Marx nous a fait comprendre que le capitalisme n'est pas un système économique. Le capitalisme, c'est la traduction économique d'un système métaphysique. Ce système métaphysique repose sur cette idée qu'au fond, tout étant, pour employer le jargon des philosophes, l'étant, c'est-à-dire le participe présent du verbe être, tout étant est par lui-même un matériel requis par et pour le travail. Que ce soit les choses, ou que ce soit les êtres vivants et les êtres humains eux-mêmes. Donc c'est vraiment une machinerie véritablement qui transforme toute chose en objet, en marchandise, et tout corps vivant, y compris humain, en machine à produire. En ce sens-là, la pensée de Marx est formidablement révélatrice. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Karl Marx pour qu'il en arrive à cette grande idée? Alors, présentons le bonhomme déjà. Donc Marx, Trêves, en 1818, il est mort en 1883 à Londres. Donc, famille juive du côté de son père comme du côté de sa mère. Le père de Marx a quelques vignes, mais enfin son métier c'est plutôt celui d'avocat. Mais il est juif. Et il pourra exercer ce métier durant la période où la ville de Trêves, avec quelques aléas un peu complexes, mais on va dire grosso modo de 1797 à 1825, sous des régimes politiques différents, cette région de ce qui est l'Allemagne, maintenant pour nous,
va donc passer d'une administration française au royaume de Prusse. Et donc, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de cet homme et de la communauté juive en général qui a subi ce changement de statut, cette dévalorisation. Et donc, la famille Marx va se convertir au protestantisme en 1824, ce qui permettra, en quelque sorte, à son père notamment d'exercer sa profession, et ce qui permettra à la famille d'être considérée à égalité de droit avec les autres. Et puis, détail touchant, en quelque sorte, la mère de Marx ne se convertira qu'en 1825. Elle attendra que son père rabbin décède avant de se convertir, donc au christianisme sous sa forme protestante. Donc vous voyez, c'est assez particulier et certainement très, très révélateur de ce qui déterminera la psychologie de Marx. Il va tomber amoureux d'une jeune fille de très bonne famille. Le mariage sera béni effectivement par un pasteur. Marx va faire sa confirmation, etc., etc. Et puis je vais vous lire une petite citation sans vous en donner tout de suite l'auteur. Or donc, l'union avec Christ accorde l'élévation intérieure, la consolation dans la souffrance, la confiance paisible et un cœur ouvert à l'amour des hommes, à tout ce qui est noble, à tout ce qui est grand, mais uniquement par amour de Christ. Alors l'auteur, vous pouvez le deviner, c'est Karl Marx. Il a écrit ça à l'âge de 17 ans pour son Abitur, n'est-ce pas? Pour la dissertation religieuse, c'était en l'occurrence un commentaire de Jean XV, versets 1 à 4, hein, la dialectique, si j'ose dire. On commente la Bible en passant son bac en Allemagne. Ah, mais attention, mais voilà, mais précisément, on oublie à quel point la religion est une religion d'État, en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marx ne pourra pas du tout envisager un poste à l'université compte tenu de ce que deviendront ses opinions sur le plan religieux. Il est donc l'élève du lycée Frédéric Guillaume, qui est un lycée protestant, donc son éducation est protestante, et dans un lycée très ouvert à ce qu'on appelle les idées nouvelles, l'Aufklärung, mais précisément dans un pays de culture, non pas que Trèves soit un pays de culture allemande, Trèves est plutôt de culture catholique, mais il y a une minorité protestante qui est plutôt l'élite intellectuelle et administrative. Et donc, l'Aufklärung à l'allemande n'est pas anti-religieuse, ou en tous les cas fort différemment. Elle est critique, sans doute, par rapport à une tradition religieuse, mais ça n'est pas du tout la même chose que les Lumières françaises, qui sont anti-catholiques, et donc, ne connaissant presque que le catholicisme, les Lumières françaises sont anti-religieuses, ce qui n'est pas le cas dans le contexte de la jeunesse de Marx. Je pense que les trois grandes caractéristiques de la personne de Marx, il avait, je pense, les qualités qui font les capitaines d'industrie et les grands chefs d'État. Il avait une intelligence capable de broyer à peu près n'importe quel problème, capacité de travail absolument énorme et une combativité, une agressivité exceptionnelle. Mais, précisément, sa condition de juif faisait que, à aucun moment, il ne pourrait se servir de ses qualités, si j'ose dire, dans les carrières attendues, sinon peut-être dans le domaine des affaires, comme une branche, ses cousins par sa mère, qui a donné la grande entreprise Philips. Mais de toute évidence, le monde des affaires ne l'intéressait pas, et c'est le moins qu'on puisse dire, même s'il s'est beaucoup intéressé à la vie économique de son temps, mais il ne voulait pas faire carrière dans les affaires. Il entreprend d'abord des études de droit qu'il abandonne assez rapidement, puis des études de philosophie. Il soutiendra in absentia une thèse sur Épicure et Démocrite,
et puis dans un esprit qui est déjà le sien, hein, c'est-à-dire avec une profession de foi prométhéenne. En un mot, je hais tous les dieux. Voilà déjà l'état d'esprit du jeune Marx. Et comme beaucoup d'autres, nous le verrons avec Nietzsche, nous le verrons avec Freud, je dirais que c'est le salut par la Grèce. Hein, beaucoup de juifs, beaucoup de chrétiens ont tenté de respirer par rapport à une ambiance un petit peu lourde, étouffante et totalitaire de l'état d'esprit dans lequel ils avaient été élevés, que ce soit le judaïsme, le christianisme, ou les deux à la fois. Voilà pour, en quelque sorte, le caractère de Marx, et je pense que c'est quand même assez éclairant, en quelque sorte, par rapport à sa trajectoire. Il aura toujours des relations extrêmement conflictuelles avec tout le monde. Il n'aimait pas les juifs, il n'aimait pas les chrétiens, il n'aimait pas les socialistes français, il n'aimait pas grand monde, à vrai dire. Mais, par contre, sa femme, évidemment, le grand amour de sa vie, il adorait ses 3 filles, il détestait ses gendres, n'est-ce pas? Et il eut un grand ami, Engels, absolument inséparable, et qui était là, je dirais, pour tout, pour la vie militante comme la vie familiale. Leur correspondance, ce trésor épistolaire passe pour une des plus belles correspondances d'amis en Europe de cette époque. Comment se sont-ils rencontrés? Alors, ils se sont rencontrés en France, effectivement, et ils se sont rencontrés dans la mesure où, comme je venais de vous le dire, Marx ayant renoncé à toute carrière publique, s'est tourné, j'ai envie de dire, sa vie matérielle a été toujours très difficile. Des petits boulots, si j'ose dire, le journalisme, et puis demander de l'argent ici ou là à ses parents, et puis surtout à Engels, via le père de Engels, qui était chef d'entreprise. Hein. Et donc c'est Engels qui va, dans une certaine mesure, faciliter pour Marx l'accès à un certain nombre de réalités sociales. Engels était à cheval entre deux mondes, puisque finalement il travaillait dans l'entreprise de son père qui était à Manchester, même s'ils étaient d'origine allemande. Son père, c'est une famille piétiste. Et donc Engels connaissait la réalité ouvrière. Et il était, sa compagne était une ouvrière irlandaise. Et Engels a effectivement fait une enquête considérée comme une sorte de modèle historique sur la condition ouvrière à Manchester. Donc Engels lui fournissait à la fois des tas de renseignements. Engels était un militant organisé et sans doute pas un grand théoricien. Il était l'ami de chaque instant et il lui donnait de l'argent. Car il en avait, comme tout le monde, besoin. Voilà. Mais en tous les cas, Marx a payé très cher, si j'ose dire, ses opinions révolutionnaires. Marx n'était pas un révolutionnaire radical, fonctionnaire, tranquille, avec la sécurité de l'emploi, les vacances et un traitement fixe qui tombe tous les mois, à méditer. Il est juste de l'imaginer dans sa chambre de bonne sous les toits de Paris, crevant de chaud l'été, de froid l'hiver. Oui, mais en famille, en famille. Alors déjà, lui-même il était issu d'une famille de 8 enfants, mais parce qu'à l'époque, évidemment, la mortalité infantile était forte. 4 ont survécu seulement, et lui-même a perdu beaucoup d'enfants. Je ne me rappelle plus le nombre exact, mais il a une vie très dure de ce point de vue-là, compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles vivait sa famille. Alors peut-être que maintenant nous pourrions aborder en quelque sorte le morceau, si j'ose dire, l'idée marxienne ou l'idée marxiste. Alors, pour caractériser le propre de Marx, l'originalité de sa pensée, je suis obligé, désolé, d'inventer un néologisme. Dire que Marx était athée, ça n'a à peu près aucun intérêt. Il n'y aurait là rien de nouveau, en quelque sorte. Et donc, le mot que je forge, c'est l'anéanthéisme.
l'athéisme serait le fait de déclarer ou de constater ou de prétendre constater l'inexistence de Dieu. L'anéanthéisme, c'est le fait de vouloir le réduire à néant, de vouloir le détruire, c'est-à-dire de vouloir réunir les conditions de possibilité qui empêcheraient, en quelque sorte, toute renaissance de Dieu ou toute possibilité d'une continuité ou d'une continuation de l'expérience religieuse. Autrement dit, la philosophie de Marx a une dimension théorique, bien évidemment, mais elle est en elle-même et par elle-même un projet pratique. Qu'est-ce qui lui donne ce goût du rejet de la religion, de Dieu? Peut-être que, encore une fois, la situation qui était la sienne de juifs protestants très mal à l'aise avec le judaïsme et finalement très mal à l'aise avec le christianisme l'explique en partie. Mais ça, j'ai envie de dire, bon, c'est toute son œuvre qui essaye d'expliquer et de répondre à cette question. Le milieu intellectuel dans lequel vit Marx, c'est ce qu'on appelle les hégéliens de gauche, c'est-à-dire finalement d'anciens théologiens protestants, hein, Bauer, Feuerbach, etc., etc. Mais au fond, il leur reproche d'avoir un athéisme spéculatif et de vider la place de Dieu tout en laissant la place de Dieu intacte. Et cette petite formule que tout le monde connaît, il faut la prendre au sérieux. Les philosophes, jusqu'ici, n'ont fait qu'interpréter le monde. Ce qu'il convient, c'est de le transformer. Marx, d'une certaine manière, a réussi ce programme prométhéen, justement. C'est-à-dire de produire une philosophie qui est en même temps une philosophie de l'action pour les individus, mais pour les masses également. Et ça, c'est absolument, je crois, absolument unique dans toute l'histoire de la philosophie. Autrement dit, il a voulu changer le contenu de la philosophie, mais il a aussi changé sa forme. Alors, j'ai parlé d'anéanthéisme. On peut à chaque fois trouver un terme un petit peu différent pour exprimer la même idée. On dit qu'il est matérialiste, mais après tout, il y a des matérialistes dans l'Antiquité. Mais son matérialisme est bien particulier. C'est-à-dire que le maître mot pour comprendre le matérialisme de Marx, c'est la notion de travail. L'idée de Marx, c'est qu'au fond, le travail, c'est le propre de l'homme, effectivement, qui se représente ce qu'il veut faire, contrairement aux animaux qui peuvent agir par instinct, comme les abeilles qui fabriquent du miel. Mais du point de vue de Marx, ce n'est pas du travail, dans la mesure où ce n'est pas un travail qui mobilise la représentation consciente du but que l'on poursuit dans son travail. Et donc, par le travail, la réalité est transformée, et la réalité transformée transforme celui qui la transforme. Autrement dit, le matérialisme de Marx est un matérialisme du processus. Et là encore, ce n'est pas un matérialisme spéculatif seulement ou contemplatif seulement. On pourrait encore résumer la grande idée de Marx par une seule expression qui vient directement de celui qui a été son maître, comme de tous ses camarades de jeu qu'on a appelés hégéliens de gauche, c'est-à-dire précisément Hegel, c'est-à-dire une philosophie, une vaste philosophie de l'histoire. Et chez le jeune Marx, on retrouve souvent j'ai presque envie de dire, ce mot d'ordre. La seule chose que nous ayons à faire, c'est de servir l'histoire. Mais la grande différence entre la vision hégélienne qui se prend elle-même, si j'ose dire, pour la fin de l'histoire, non pas que des événements ne pourraient pas avoir lieu après Hegel lui-même, mais l'esprit a pris conscience de lui-même au travers de la philosophie de Hegel lui-même ou elle-même. Pour Marx, il faut servir l'histoire dans la mesure où elle n'a pas du tout atteint son but, en quelque sorte. De telle sorte que la théorie marxiste nous donne une théorie de l'histoire et les raisons pour lesquelles il faut agir dans tel ou tel sens. Donc la théorie confirme la pratique,
et la pratique doit confirmer la théorie. De ce point de vue-là, le succès de Marx tient aussi paradoxalement au fait que peut-être que Marx brise un tabou, c'est-à-dire qu'il produit une philosophie qui donne ce que seules les religions donnent, c'est-à-dire des raisons de vivre, d'exister, de penser et d'agir. C'est-à-dire que c'est la totalité de l'existence de quelqu'un qui est pris en charge. Il comprend le monde d'une certaine manière et surtout, il comprend ce qu'il doit y faire, ce pourquoi il doit agir. Je pense qu'il y a là une des raisons fondamentales du colossal succès de Marx. Entre les intellectuels qui passent leur temps à lire Marx, jusqu'à ceux qui n'ont pas forcément le temps ou le goût de lire Marx, mais qui se sont engagés à un moment ou à un autre, soit dans des partis communistes, soit dans des mouvements, en quelque sorte, en lien avec un idéal socialiste ou communiste. Alors, maintenant, si on essaye d'analyser en quelque sorte par quels moyens Marx a essayé de mettre en œuvre sa grande idée et quelles sont les grandes étapes. On distingue généralement dans les œuvres de Marx les textes dits du jeune Marx, c'est-à-dire des années 1844-1845, qui sont des textes qui sont des textes critiques de la philosophie, que ce soit celle de Hegel ou que ce soit celle de son aîné Feuerbach. Après, je dirais la période 1845-1848, l'idéologie allemande, le manifeste du Parti communiste, où Marx travaille vraiment sur l'histoire de la civilisation humaine mondiale, en quelque sorte. Et puis, bien entendu, le Capital à partir des années 50. Autrement dit, on peut distinguer dans la méthode marxiste, dans la façon dont la pensée de Marx se construit, un premier volet sur lequel on va revenir, c'est-à-dire la critique de la religion. Critique de la religion qui, selon lui, est la mère et la matrice de toute pensée critique. Ensuite, une véritable théorie globale de l'histoire. C'est un apport théorique, en quelque sorte. Et puis enfin, ce qu'on appelle le matérialisme historique, et puis enfin, plutôt la pensée économique, la théorie économique de Marx. Donc ça, c'est le volet théorique, critique de la religion, théorie de l'histoire, théorie économique, et puis le volet pratique, le journalisme, où il était excellent, et le militantisme, l'activisme politique, la Première Internationale, etc., etc. Alors, essayons de voir un petit peu mieux donc la question de la critique de la religion. Alors, ça peut se résumer en quelques mots. Bon, déjà, premièrement, la religion, ça n'est pas ce que Dieu donne à l'homme. Voilà. Et ça, c'est vrai, j'ai envie de dire, chez tous les gens qui se mettent à penser la question de la religion. Pas forcément la question de Dieu en tant que tel, mais la question de la religion. C'est-à-dire que la religion, ça n'est pas ce que Dieu donne au travers d'une révélation. La religion est un phénomène humain. Le secret de la théologie, c'est l'anthropologie, dit Feuerbach. Autrement dit, quand les hommes parlent de Dieu et de la religion, ils ne parlent que d'eux-mêmes. La religion est un phénomène anthropo-sociologique. Ce sont les hommes, tels qu'ils sont, dans leur réalité psychique comme dans la réalité sociale, qui produisent le phénomène religieux. Et donc ça, c'est commun, j'ai presque envie de dire, à toute philosophie de la religion. Les sciences qu'on a appelées les sciences religieuses procèdent toutes de ce renversement de perspective. Donc c'est l'homme qui fait la religion
et non la religion qui fait l'homme. Voilà la matrice de la critique religieuse et qui est pour Marx la matrice de toute critique sociale. Et c'est très intéressant de comprendre que dans une certaine mesure, c'est aussi la matrice de tout ce qu'on appelle précisément les sciences religieuses ou les sciences de la religion. Ce qui ne veut pas dire que dans le cadre des sciences de la religion, on est nécessairement, à titre personnel, athée ou irreligieux, mais la méthode scientifique, par définition, ne se donne pas pour a priori le dépôt d'une révélation. Ou alors, si on accepte de regarder ce qu'on appelle une révélation, eh bien, on l'étudie et on la lit avec les outils ordinaires qui sont ceux de la lecture qu'on appellera, bien entendu, historico-critique. Donc la fameuse critique de la religion de Marx, tout le monde connaît la formule, n'est-ce pas, l'opium du peuple, etc., etc. C'est effectivement une expression de la misère, mais on l'oublie systématiquement. Marx dit que c'est une protestation contre la misère réelle. Donc j'insiste lourdement là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu que Marx nous donne la clé d'intelligibilité de ce dans quoi nous sommes, nous autres, aujourd'hui, et nous y reviendrons depuis les années 80, c'est-à-dire le surgissement d'intégralisme religieux extrêmement puissant. C'est le cas particulièrement vrai pour l'islam, mais pour le christianisme, pour le judaïsme, pour le bouddhisme et l'hindouisme. Cette idée qu'au fond, la revendication, la protestation, le combat contre un ordre que l'on juge inique va se faire avec le langage religieux et avec les outils de la religion. D'une certaine manière, Marx l'avait vu, l'avait compris, l'avait prédit d'une certaine façon. Régis Debray dira, non, la religion, ce n'est pas l'opium du peuple, c'est la vitamine du pauvre. Moi, j'irai plus loin encore. C'est la cocaïne de ceux qui se sentent humiliés. Ça ne veut pas dire que la religion se limite à ça, bien évidemment. Mais je pense que le sentiment de l'humiliation est, je crois, finalement beaucoup plus universellement partagé qu'on ne le pense. J'ai bien dit le sentiment de l'humiliation. Il suffit de se sentir humilié pour l'être, si j'ose dire, même si on a de bonnes raisons de ne pas devoir l'être ou de ne pas devoir se sentir comme étant ceci. Enfin, bref. Donc, là, il y a quelque chose de très intéressant et qu'on n'a pas, à mon avis, assez clairement vu. Pour ce qui concerne maintenant la théorie, en quelque sorte, de l'histoire, là aussi, c'est toujours le même renversement, si j'ose dire. C'est la vie qui, en quelque sorte, explique la conscience et non pas la conscience qui explique la vie. Et par vie, Marx entend toujours le processus du travail qui est au cœur de son anthropologie, le processus du travail, et puis bien entendu la production de la fameuse plus-value que certains s'approprieront au détriment des autres, et donc le moteur en quelque sorte de l'histoire sera la fameuse lutte des classes. Et là, de ce point de vue-là, quand nous aborderons Nietzsche, nous verrons à quel point Nietzsche voit beaucoup plus profond que Marx, parce qu'au fond, en lisant Marx, on se dit qu'il ne comprend la religion que comme un instrument et un outil idéologique au service des classes dominantes. Si bien que la religion, chez Marx, en tous les cas la religion telle qu'il la comprend, la religion qui l'intéresse, fondamentalement, c'est celle qui apparaît en même temps qu'apparaît l'État. On va dire moins 3000 avant Jésus-Christ, apparaît l'État et donc apparaît aussi un type d'organisation économique et qui produit plus que de besoins, si j'ose dire. C'est-à-dire que Marx est totalement aveugle à ce qui sera la découverte d'un continent de ce qu'on appelle les sociétés primitives et qui sont de part en part religieuses mais d'une autre manière
et qui ne sont pas pour autant débiles du point de vue de leur organisation culturelle et politique, et qui ne cherchent surtout pas à produire justement de la plus-value, ce qui entraînerait la scission du corps social. Donc une théorie de l'histoire, le matérialisme historique, mais là aussi on en a fait un petit catéchisme, et je vais me permettre de vous donner une citation qui devrait intéresser tout le monde, ou en tous les cas un certain nombre de gens, à propos de l'Allemagne, il était bien placé pour en parler, et à propos d'un certain Luther. Voilà ce que dit Marx. Luther a certes vaincu la servitude par dévotion, parce qu'il a mis à sa place la servitude par conviction. Il a brisé la foi en l'autorité, parce qu'il a restauré l'autorité de la foi. Il a transformé les clercs en laïcs, parce qu'il a transformé les laïcs en clercs. Max Weber sort de là. Il a libéré l'homme de la religiosité extérieure parce qu'il a fait de la religiosité l'homme intérieur. Il a émancipé le corps de ses chaînes parce qu'il a chargé de chaînes le cœur. Magnifique. Et c'est là qu'on voit que le matérialisme historique de Marx n'est pas une espèce de matérialisme débile où on va compter le nombre des pommes de terre pour savoir ce que les gens pensent dans une société donnée. Marx comprend très bien qu'on ne comprend rien à l'Allemagne et à son développement social, politique et même économique si on ne comprend pas aussi le facteur religieux, et notamment l'influence décisive d'un certain Luther et de sa réformation. Alors, on a rapidement entrevu la théorie de l'histoire, en quelque sorte. Le volet pratique, on en a déjà un petit peu parlé. Je pense qu'on ne pourra pas s'appesantir sur la pensée économique de Marx, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on va le retrouver chez Nietzsche. Aujourd'hui, tout le monde parle de valeurs, etc. Mais précisément, c'est du côté de Marx et du côté de Nietzsche que la philosophie devient une réflexion sur la notion même de valeur. Alors d'une manière très très différente chez Marx par rapport à Nietzsche, où toute sa pensée est une axiologie, une philosophie des valeurs, des évaluations morales. Mais c'est vrai que je pense que la question de la valeur travail, de la valeur d'usage, de la valeur marchande et de la façon dont une classe, en quelque sorte, capte la valeur du travail d'une autre classe est au cœur précisément des analyses du capital. Les maîtres du soupçon sont à l'origine de la critique de la fabrication des valeurs, sont un peu les premiers. Auguste Comte, par exemple, donne une définition qui a le mérite d'être très pédagogique du matérialisme. Le matérialisme, comment dirais-je, c'est pas une espèce de mystique de la matière physique, des atomes. C'est pas non plus un matérialisme crasseux au sens moral, de gens qui n'auraient d'intérêt que pour les jouissances immédiates. Le matérialisme, c'est une méthode. Et Comte dit, ben voilà, le matérialisme, c'est l'explication du supérieur par l'inférieur. Et donc, j'aurais presque envie d'ajouter, c'est l'explication de ce qui se voit par ce qui ne se voit pas. Ce qui est typiquement la démarche scientifique, surtout depuis Galilée. La science moderne rend compte du monde physique par des explications qui nous parlent d'un monde que personne ne perçoit. Est-ce que finalement la religion n'est pas remplacée par les valeurs ? Alors, ça c'est peut-être une autre question, mais c'est sûr que quand on commence à penser en termes de valeurs, existe Dieu, si j'ose dire. Faire de Dieu la valeur suprême, c'est vraiment la fin de Dieu, ça fait aucun doute. Puisque le propre des valeurs, c'est que c'est un homme qui évalue. Puis le propre des valeurs, c'est que ça monte et ça descend. Bien. Donc c'est parfaitement
relatif. Hein. Derrière la philosophie de la valeur, il y a toujours le relativisme et le nihilisme. Mais là, ça nous conduirait peut-être plus du côté de Nietzsche. Donc le matérialisme, pourquoi est-ce que ça permettrait de comprendre ce qu'on a appelé les philosophes du soupçon? C'est précisément comme dans la démarche scientifique où on parle d'un monde qu'on ne voit pas pour comprendre ce que l'on voit, ben, le soupçon, c'est regarder sous les jupes de la réalité sociale. Vous me parlez du ciel, mais moi je vous dis, ce sont vos intérêts sur la terre. Vous me parlez de vos grandes émotions mystiques, mais moi je vous dis, vous êtes un être vivant, n'est-ce pas? Et vous avez la situation d'un primate qui dépend de sa vie instinctive. On peut parler de vitalisme aussi. Oui, alors je pense que effectivement, chez Marx, comme chez Nietzsche, comme chez Freud, nous avons des philosophes de la vie, incontestablement. Alors, d'ailleurs, Darwin est un maître pour les trois. Marx enverra son œuvre à Darwin. Encore un protestant. Oui, c'est vrai. Et Darwin répondra poliment à Marx. C'est sans doute très intéressant, mais enfin ça me dépasse tout à fait. Hein, donc il les conduira gentiment Marx. Mais Marx avait beaucoup d'intérêt pour Darwin, bien évidemment, Nietzsche aussi, effectivement, pour, comment dirais-je, mettre à distance la vanité, en quelque sorte, de l'humanité qui se croirait hors du monde, chez Nietzsche. Et quant à Freud, nous le verrons, effectivement, cette idée que Darwin a infligé une humiliation au narcissisme de l'humanité qui se sent très, très, très différente de toutes les autres espèces animales. Voilà. Donc, Darwin est un théoricien de la vie en général, et je pense que chez Marx, c'est la vie, mais toujours, la question, c'est un vitalisme laborieux, en quelque sorte, hein, ou une conception vitale du travail, je ne sais pas comment dire, mais donc théoricien de la vie en tant qu'elle est transformation du monde par le travail. Chez Nietzsche, ça ne fait aucun doute, effectivement. Qu'est-ce qu'un être vivant? Eh bien, c'est un être qui choisit le monde en fonction de ses intérêts vitaux et qui pose des valeurs, précisément. Cela vaut pour moi parce que, précisément, j'ai des intérêts vitaux. Et quant à Freud, il a la volonté de comprendre la vie psychique comme faisant partie de la vie en général, et que la vie psychique dépend de notre vie biologique. Ça ne fait aucun doute. Incontestablement, des penseurs de la vie, et ça n'est pas un hasard, ça n'est qu'au XIXe siècle que la biologie va naître. Ça fait longtemps qu'on tient un discours sur la vie, mais autant la physique, au sens moderne, va naître au tout début du XVIIe siècle, autant la biologie ne commence à prendre son essor qu'au XIXe siècle. Et c'est sans doute pas un hasard si ces trois penseurs qui sont nés chacun au XIXe siècle sont des philosophes de la vie, tout à fait. Alors, maintenant la question que nous devons nous poser, en quelque sorte, eh bien, c'est que en quoi est-ce que Marx nous renseigne, en quelque sorte, en quoi est-ce qu'il nous éclaire pour notre propre vie, en quelque sorte. Alors, pour ce qui est de la religion, Marx nous a révélé l'ambivalence du phénomène religieux. Moi, je serais toujours tenté de dire, au fond, qu'il y a eu 40 000 définitions de ce que c'est qu'une religion, et c'est évidemment une tâche
infaisable, inaccessible que de définir un phénomène aussi effroyablement complexe et long dans le temps et dans l'espace. Mais moi, j'aurais tendance à dire qu'au fond, le phénomène religieux, c'est quoi? C'est une pédagogie de l'obéissance ou de la soumission à un ordre reçu en même temps qu'une pédagogie de l'indignation par rapport à la condition qui est faite à l'homme. Pédagogie de l'obéissance à un ordre reçu, il faut absolument prendre cela et dans un sens cosmique et dans un sens politique. Qu'as-tu que tu n'aies point reçu, disait un certain Paul de Tarse. Nous naissons après le monde. Étienne Gilson disait que la vertu de religion, c'est le sentiment d'une dette dont on ne peut jamais s'acquitter. D'où la notion même de sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice, c'est ce don qui sait ne pas pouvoir arriver à être véritablement un don, puisque en sacrifiant, on ne fait que rendre. Alors, effectivement, ce que l'homme a en propre, c'est sa peine. Sa peine à produire des fruits de la terre, sa peine à élever des animaux, etc. Donc on sacrifie bien quelque chose, mais l'on rend fondamentalement. L'homme ne crée pas de toutes pièces, si j'ose dire, il transforme, il modifie, et ce qu'il donne, ou ce qu'il peut donner à Dieu, c'est cette transformation ou cette modification de ce qu'il a reçu. Et je pense que notre époque retrouve la matrice religieuse via cette idée que nous sommes de la nature et dans la nature, et que si au sein de la nature la vie est en danger, nous sommes nous-mêmes en danger, donc il faut prendre soin de ce que nous avons reçu et qui ne nous appartient pas véritablement, ou que nous n'avons pas nous-mêmes créé. Pédagogie d'un ordre reçu, mais pédagogie aussi d'un ordre reçu sur le plan politique. Puisqu'il y a un ordre dont tu n'es pas l'auteur, alors tu devras te conformer de telle ou telle façon. Bref, on ne peut pas faire n'importe quoi, ce qui n'est pas complètement idiot après tout. Mais aussi, ambivalence du phénomène religieux, donc la religion, ça calme, comme on dit, ça apprend à se calmer, mais en même temps, la religion, ça peut apprendre à s'indigner, effectivement, quand la condition qui est faite à l'homme est une injure, en quelque sorte, à sa dignité, c'est-à-dire à la possibilité d'exprimer toutes ses potentialités. Donc voilà ce que Marx nous apprend sur la religion, et c'est profondément vrai. Et j'ai envie de dire que, je crois que Nietzsche dit quelque part, le cadavre des idées chrétiennes empoisonne le monde. Il ne dit pas les idées chrétiennes, mais le cadavre des idées chrétiennes. Je pense que le cadavre des idées marxistes empoisonne le monde. C'est-à-dire que, précisément, aujourd'hui, il y a une foule d'intégralismes religieux extrêmement vindicatifs et agressifs, et qui ne sont, à mon avis, que des répliques du phénomène révolutionnaire qui est la croyance du XIXe siècle, qu'on va faire la révolution. Alors, c'est l'héritage de la Révolution française, qui est peut-être la révolution. On dit, d'ailleurs, en tous les cas, dans la langue française, on met toujours un R majuscule, c'est la Révolution. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé des choses qui restent valables, si j'ose dire, dans notre Constitution elle-même, comme la Déclaration de 89. Mais la Révolution, voilà, on va tout changer et ça va être formidable. Et c'est vrai qu'en pensant à cette espèce de mystique de l'histoire, voilà ce que dit Marx. Il dit « Le communisme est la forme nécessaire et le principe énergique du proche avenir. » Il y croyait, il pensait que ça allait arriver, n'est-ce pas? Sans être en tant que tel le but de l'évolution humaine, deux points, la forme achevée de la société. Donc le but de l'évolution humaine, c'est la forme achevée de la société.
moi ça me fait un petit peu peur. Hein, quand on dit on achève bien les chevaux, on peut aussi achever la société, n'est-ce pas? Et donc Marx a passé son temps à se moquer, à ironiser d'une manière absolument féroce contre les utopistes, n'est-ce pas? Les socialistes idéalistes, mais toute sa pensée, même si il a tout fait pour le cacher, en quelque sorte, on a tout fait pour nous expliquer que le jeune Marx n'avait rien à voir avec la théorie soi-disant scientifique de l'histoire et du capital, on a tout fait pour ne pas voir que toute la pensée de Marx est une téléologie, en quelque sorte, vers une sorte d'achèvement final, et avec cette idée que entre Dieu et l'homme, il faut choisir. Si Dieu est, l'homme ne peut pas être. Et précisément, la société ne sera désaliénée que, en quelque sorte, en atteignant cette espèce de finalité qui me paraît très éloignée des réalités, en quelque sorte. Et quand on se fixe un but totalement irréel, on a toujours tendance à vouloir que la réalité se plie à l'idéalité. Et ça ne peut pas ne pas produire, me semble-t-il, de la terreur. Et de ce point de vue-là, vous voyez ce que je veux dire, Staline est très méchant, mais Lénine et Trotsky étaient des types merveilleux. Bon, puis maintenant, on ne dit plus ça pour Lénine et Trotsky. Et quant à Marx, effectivement, c'est un philosophe prodigieux qui avait sans doute des qualités humaines et qui a souffert comme beaucoup d'autres hommes. Mais je pense que sa pensée est une pensée qui ne peut pas ne pas déboucher sur un projet parfaitement totalitaire et dont, effectivement, l'objectif est l'anéantéisme. Voilà, donc moi je crois que nous sommes encore, même si nous ne le savons pas bien, encore dans l'âge des révolutions, en quelque sorte. Et par contre, et ça c'est sans doute la révélation positive de Marx, nous devons trouver un mode d'organisation économique et sociale dans lesquels toute chose ne sera pas réduite à une marchandise et tout corps à une machine, en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, effectivement, les enjeux, je dirais, à la fois de prise en compte de notre milieu naturel d'un côté et de prise en compte de l'autre de la dignité humaine, Marx nous a dit que le capitalisme, quand il n'a pas de contrepoids, ne peut qu'abîmer l'une et l'autre. Merci Philippe Gaudin pour cette masterclass express sur le premier de la série des maîtres du soupçon que vous proposez. Rendez-vous donc chez Nietzsche dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.